Maxime Charon, bonjour. Bonjour. Vous êtes élève expert à la Chambre, vous allez exposer au Salon du Grand Palais. Quelle est votre spécialité? Alors ma spécialité, c'est l'art russe et aussi les souvenirs historiques. Là, j'ai choisi de vous montrer des objets plutôt en rapport avec la seconde spécialité, puisque l'art russe, c'est uniquement en vente aux enchères que j'ai l'occasion de présenter des objets. Et là, en tant que marchand au salon, je présenterai plutôt des pièces historiques. Donc en fait, votre titre d'expert s'applique principalement pour faire des authentifications et des estimations pour les ventes aux enchères, c'est cela? Tout à fait, et aussi faire des recherches sur les objets, des recherches historiques, que ce soit aux archives, en bibliothèque, pour essayer d'aller plus loin dans la provenance de l'objet, essayer de remonter depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Ça doit être passionnant. Tout à fait, c'est vraiment ce qui me plaît dans l'expertise et dans les objets, c'est de pouvoir leur redonner une histoire depuis leur origine. Là, j'ai notamment une miniature de Louis XV qui est particulièrement intéressante puisqu'on peut remonter jusqu'à 1715, date où elle a été réalisée par l'artiste suédois Charles Bois, qui est un émailleur du fin XVIIe, début XVIIIe, et qui arrive à Paris en 1715 et qui représente le roi à plusieurs reprises. Et ça, c'est un de ses premiers portraits qu'il réalise du roi. C'est un portrait totalement inédit. Les autres sont en collection publique, que ce soit au Louvre, dans la collection de la Reine d'Angleterre et à l'Ermitage. C'est un des 4 portraits connus du roi Louis XV par cet artiste. Comment êtes-vous arrivé à retracer son histoire? J'ai retracé l'histoire par rapport au livre sur l'artiste que j'ai trouvé en bibliothèque. Ce sont des livres notamment en suédois, donc ça n'a pas été facile. Mais j'ai pu retracer à travers la vie de Louis XV et la vie de l'artiste l'origine de la miniature qu'on a. En fait, on a la trace de cette miniature dans les mémoires de cet artiste pendant sa période parisienne. Et donc vous disiez que les autres exemplaires de cet artiste-là sont dans des collections publiques? Tout à fait, public et privé si on considère que la collection de la Reine d'Angleterre est privée, mais ce sont dans les plus grands musées internationaux. Donc là, la chance, c'est qu'on l'a en main privée et qu'un collectionneur qui sera visiteur du Grand Palais pourra acquérir une pièce de musée. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous montrer? Alors moi, j'aime beaucoup les rois. Donc là, j'ai notamment le roi d'Espagne Charles IV et sa femme Marie-Louise de Bourbon-Parme. Donc ce sont des camées sur verre. C'est une technique assez rare qui est une technique qui apparaît fin 18e, début 19e. C'est un roi qui a été roi d'Espagne entre 1788 et 1808. On peut admirer la qualité du travail, du verre à 2 couches, à l'imitation du camée sur agate. Sauf que là, ce sont des camées sur verre. Ils ont l'air en parfait état. Ils sont en parfait état, conservés dans leur écrin d'origine. C'était vraisemblablement des présents que le roi faisait, soit aux membres de sa famille ou à des diplomates ou des gens de sa cour. Et on peut retracer les artisans qui faisaient ces camées? Alors malheureusement non, ils ne sont pas signés. Donc c'est en plus un travail assez rare, le camé sur verre. Donc sans signature, il est très difficile de trouver l'origine. Ce qui m'a amusé, c'est de voir le roi d'Espagne qu'on retrouve sur les portraits de Goya. Je ne sais pas si vous voyez, notamment au Prado. Un roi très caractéristique par sa physionomie. Pourquoi êtes-vous si intéressé par les pièces royales? C'est une bonne question, parce qu'avant tout, je suis passionné d'histoire. Et passionné, qui dit histoire dit roi. En plus, en France, on a la chance d'avoir eu des règnes successifs assez rapidement, notamment au XIXe siècle. J'aime beaucoup notamment les rois du 19e siècle en France. Et je trouve que les objets sont le reflet un petit peu de cette période mouvementée qu'a connue la France au 19e siècle. Notamment, j'aime beaucoup les porcelaines de Sèvres, qui sont pour moi le reflet le plus démonstratif des commandes royales et de la qualité de l'artisanat français. J'ai notamment une paire d'assiettes qui provient du service de Louis-Philippe au château des Tuileries,
qui est le service dit des Petites Vues de France, qui est un service qui a été commandé en 1833. C'était un service à dessert qui représentait des vues de la France, donc c'était un moyen aussi de servir de propagande pour les invités de la table royale. Et en plus, on ne représente pas des palais, on représente des paysages de la campagne française, des 6 coins de l'Hexagone. On aurait l'impression de voir des scènes plutôt italiennes que françaises en termes de décor. Mais c'est vrai qu'il y avait une influence plutôt néoclassique, je dirais, qu'italienne, dans l'art notamment de la porcelaine de Sèvres, qui était particulièrement friand de tout le répertoire antique, que ce soit les ornements, les camées, les portraits, etc. Et ça, ce sont des services qui étaient faits en combien d'exemplaires? Alors c'est un service qui a été commandé à l'origine pour 133 pièces, dont 100 assiettes. Ici, ce sont des pièces de réassort qui ont été commandées après, mais à l'origine, il y avait seulement 100 assiettes. J'imagine que pour tout cela, vous avez des archives qui vous guident. Tout à fait. La chance de la manufacture de Sèvres, c'est d'avoir des archives qui ont été gardées depuis le XVIIIe siècle. Donc on peut vraiment retracer chaque pièce, que ce soit au niveau des peintres, des doreurs, de tous les artistes qui ont collaboré à l'élaboration d'une pièce comme celle-ci. Et l'autre plat, assiette, soucoupe, qui est en bleu, c'est un bleu de Sèvres, je crois, non? Tout à fait. En fait, c'est une tasse avec un fond imitant le lapis lazuli, qu'on dit bleu lapis, d'époque Restauration, d'époque Louis XVIII, avec un portrait de l'abbé Bossuet, qui était un grand écrivain du XVIIe siècle sous Louis XIV. Et là, c'est un cabaret, ce qu'on appelle un cabaret, c'est un service à thé, qui a été offert par Louis XVIII au duc d'Angoulême en 1815. On a l'impression de voir une frise grecque, ou deux d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a une frise de grec et une frise de palmette en or, avec même une troisième frise de petites vagues. C'était des ornementations courantes? Oui, à Sèvres, en fait, c'était des décors en décalcomanie à cette époque. On retrouve souvent les mêmes frises selon les services, notamment cette frise de palmette avec ce fond agate qui était particulièrement prisé sous Louis-Philippe. Et ce plat en argent, c'est de l'argent, je crois. Tout à fait. Alors là, c'est une pièce par audio, donc le célèbre orfèvre français. Et c'est le service de Pozzo di Borgo qui a été commandé par le tsar Alexandre Ier à l'origine en 1814. Et lorsque Alexandre Ier arrive à Paris, sur les Champs-Élysées, Pozzo di Borgo, qui était son ambassadeur, l'accompagne. Et lorsque Alexandre Ier repart en Russie en 1815, il offre à son ambassadeur ce service. C'est pour ça qu'on retrouve les armes Pozzo di Borgo et non celles du tsar, puisque en fait les armes du tsar n'ont jamais été gravées sur ce service. Pozzo di Borgo a directement posé ses armes en 1815. Vous nous rappelez qui était Pozzo di Borgo? C'était Charles-André Pozzo di Borgo, donc l'ambassadeur de Russie en France, à partir de Louis XVIII, puisqu'il était ennemi de Napoléon depuis la bataille de Corse avec les Anglais, où il s'était allié aux Anglais. Donc sous Napoléon Ier, Pozzo di Borgo est en Russie, où il a diverses fonctions données par Alexandre Ier. Et lorsque Napoléon abdique en 1814, il accompagne le tsar à Paris, et là il va rester plus ou moins en France à partir de cette période. L'occasion est trop belle pour moi de rebondir. On parle du tsar. Quelle est votre spécialité dans la Russe au sein de la chambre? Alors au sein de la chambre, c'est l'orfèvrerie surtout, les objets d'art en général. Et notamment tous les objets en rapport avec, encore une fois, les empereurs de Russie, les impératrices et la famille impériale. Et j'ai une spécialité pour Fabergé, qui est le célèbre orfèvre de Saint-Pétersbourg. Est-ce que vous conseillez aussi des clients particuliers? Oui, tout à fait. Ça m'arrive de conseiller des collectionneurs privés pour leurs objets russes qu'ils peuvent avoir dans leur collection, mais aussi des marchands qui ne sont pas toujours très familier avec l'art russe, bien qu'en France on a toujours gardé des objets russes depuis la Révolution de 1917 où les Russes blancs sont venus en France et qui ont gardé la plupart de leurs objets précieux
avec eux et donc le sol français renferme quand même quelques trésors. Qu'est-ce que cela vous apporte d'appartenir à ce réseau d'experts? La CNS représente beaucoup pour moi, qui en plus débute un petit peu dans le métier d'expert. Elle apporte une garantie, je pense notamment au niveau de mes clients. Le fait d'être reconnu par une chambre aussi importante peut me permettre d'obtenir une légitimité vis-à-vis notamment de mes confrères, puisque les examens à la CNES sont assez poussés et reconnus par ses pairs. Ils demandent un vrai travail, ce qui me paraît tout à fait normal pour la fonction d'expert qui aujourd'hui est assez méconnue du public. Et ça permet de nous apporter une légitimité vis-à-vis du grand public. Moi, il n'y a pas de problème, plus c'est difficile et plus ça me va.